Aujourd'hui, le décret BACS, il va vous être présenté, pour son aspect à la fois réglementaire, technique, juridique et financier par monsieur Legros et monsieur Lesage du CEREMA que je remercie beaucoup pour leur intervention et nous ce qu'on va essayer de voir avec ce décret BACS, c'est comment pour vous ça peut être aussi une opportunité de piloter et de réguler et au moins de suivre vos bâtiments avec plus de détails et afin de générer des économies d'énergie. Voilà, on essaie de le prendre un peu, par l'angle positif et essayer de voir comment on peut mettre en place, les éléments pour se conformer à l'obligation réglementaire, mais que ça soit pas quelque chose de subi et qu'on puisse vous donner les armes pour que ça ait un vrai intérêt pour vous et cet intérêt-là qui puisse se comprendre via les économies, d'énergie. Voilà. Donc la logique aussi, c'est de calculer, ça sur un temps de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va me coûter un peu d'investir dans le décret BAC sur les bâtiments qui sont concernés, si mes bâtiments sont concernés. Mais comment rapidement on va pouvoir trouver des solutions pour qu'on puisse générer des économies d'énergie? Et donc ça, c'est ce que monsieur Legros, du CEREMA et monsieur Lesage du CEREMA vous ont préparé. Donc je vous propose qu'on les écoute et qu'ils vont nous faire une présentation, qu'ils vont nous faire cette petite présentation-là. Merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. On remercie encore une fois donc, la métropole avec qui on travaille régulièrement sur différents sujets de pouvoir intervenir sur ce sujet. Donc, on va vous présenter euh, le décret BACS qui est effectivement donc une nouvelle réglementation qui vient enrichir entre guillemets, l'arsenal réglementaire visant à la rénovation des bâtiments et à la réduction des consommations d'énergie. Et du coup, je vais vous euh, partager le diaporama. Donc, on va vous présenter les tenants et les aboutissants de cette réglementation. Donc moi, quand je me présente, donc Quentin Legros, chargé d'études bâtiments et gestion patrimoine immobilier au CEREMA. Et donc, il y a également donc, mon collègue, Monsieur Lesage, qui est également présent. Et on va donc, voilà, on va intervenir tous les deux pour vous présenter ce sujet. Voilà. Rapidement, le CEREMA, qu'est-ce qu'on est? Vous nous connaissez probablement. Donc, on est un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique, également piloté en partie par les collectivités. On intervient sur différents domaines. Donc aujourd'hui, c'est la thématique bâtiment, mais on intervient également sur les thématiques mobilité, ouvrage d'art, environnement et risques, mer et littoral, avec notamment la thématique de l'adaptation au changement climatique. Donc on réalise des prestations d'appui et d'analyse. L'idée, c'est de capitaliser nos études et nos méthodologies en publiant les résultats sur une plateforme centre de ressources qui est gratuite et disponible, euh, auquel voilà, que vous pouvez consulter. On fait également donc de la recherche, innovation et de la diffusion des différentes études et des connaissances. Rapidement sur le bâtiment, donc on intervient sur différents domaines. On peut intervenir notamment pour la rénovation des bâtiments avec des diagnostics sur différentes thématiques, accessibilité, environnement, confort d'été. On intervient par exemple pour la rénovation des écoles, qui est un sujet. On fait aussi des diagnostics sur la gestion de patrimoine immobilier et on intervient également pour accompagner les gestionnaires sur la sobriété d'usage. Et c'est dans le cadre de ces prestations qu'on intervient aujourd'hui pour faire également de l'appui réglementaire sur les différentes réglementations RE 2020, décret BAC, décret tertiaire. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le décret BAC. Donc nous allons vous présenter quels sont les principaux objectifs de ce décret, quels sont les documents réglementaires sur lesquels il se base, qu'est-ce que c'est, tout simplement, quels sont les bâtiments concernés. On va vous parler du calendrier d'application. Donc, M. Hibert vous a évoqué la date du 1er janvier 2025 qui est effectivement à avoir en tête. Quelles sont les dérogations possibles qui se basent sur le temps de retour sur investissement. On va présenter différents cas pratiques, vous expliquer un peu plus en détail quelles sont les exigences et les fonctionnalités, quel est l'intérêt avec les coûts d'investissement et quelles économies on peut espérer. Et bon, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les pistes de financement. Bien, commençons par les objectifs. Donc ce décret BACS vise à une obligation d'équiper les bâtiments tertiaires, aussi bien les bâtiments existants que les bâtiments neufs, d'un système d'automatisation et de contrôle. On appelle avec avec l'acronyme BACS. Qu'est-ce qu'il permet, quels sont les objectifs de ce système? C'est de piloter les différentes installations techniques de manière plus ou moins fine, de réaliser un suivi énergétique, c'est-à-dire une mesure des consommations en kilowattheure des différents systèmes. Ces mesures et ce pilotage vont permettre ensuite une réduction des consommations
Et l'idée, c'est de ne pas réduire les consommations, par exemple couper le chauffage, ça n'a pas d'intérêt. Il y a cet objectif d'assurer le confort des occupants et la qualité d'usage du bâtiment. Derrière, évidemment, les réductions de consommation, il y a les économies financières et également la réduction des émissions de gaz à effet de terre. Donc les objectifs, si les intentions sont louables, à voir comment est-ce que cela se met en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on on le pressent, c'est complémentaire avec, heu, la réalisation des objectifs du décret tertiaire, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais on va le rappeler rapidement, qui consiste à réduire, les consommations du bâtiment tertiaire. Et là, en parallèle, on a ce décret qui vise à contrôler les systèmes pour réduire les consommations. Donc on voit que c'est lié. Et de manière plus globale, ce genre de cette mesure a pour objectif une meilleure, gestion, du parc de bâtiments. Donc vous avez ici, la liste des différents, textes réglementaires. On va passer assez vite, vous pourrez, les liens sont cliquables, vous pourrez en prendre connaissance. Et on va s'attarder un peu sur, la définition, d'une BACS de manière un peu plus précise. Donc le BACS, c'est un acronyme, anglais qui signifie Building Automation Control System, donc en français, système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Donc voilà, la définition un peu large, c'est un ensemble de produits associés à des logiciels et des protocoles réseau pour permettre l'enregistrement, le suivi et l'analyse des données de consommation, ainsi que le pilotage des équipements techniques. Donc c'est une définition assez large, ça englobe tout un tas de systèmes et de solutions techniques. Et dans le cadre du bâtiment, on parle généralement de gestion technique de bâtiment. C'est un terme qui vous parle peut-être plus que BACS. Petit point, une gestion technique de bâtiment, ça concerne plusieurs systèmes techniques de bâtiment. On entend aussi parfois parler de gestion technique centralisée. Là, ça ne concerne qu'un seul système. Donc ici, voilà, BACS, GTB, les 2 termes se confondent un peu. Donc ici, un schéma qui, synthétise un peu le principe d'une BACS. En fait, au sein de votre bâtiment, vous allez avoir différents systèmes techniques et le décret se focalise sur les systèmes qui, sont liés, à la thermique finalement et enfin les principaux systèmes consommateurs, c'est-à-dire le chauffage, la climatisation, mais également la ventilation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage et éventuellement, par exemple, si on a des panneaux solaires ou photovoltaïques, la production d'énergie. Donc ce sont les systèmes qui sont concernés par le décret, mais il peut y en avoir d'autres, par exemple, enfin, qui ne sont pas concernés par le décret, mais qui peuvent être intégrés dans une BACS ou une GTB, qui sont par exemple les alarmes ou les systèmes incendie. Donc concrètement, une BACS ou une GTB, on a 3 niveaux. On va avoir, donc ces différents systèmes et on va avoir, on va dire, des dispositifs de mesure sur le terrain, par exemple un capteur ou un compteur, qui va permettre un suivi énergétique et qui va le communiquer à un système, un peu central, généralement enfin on appelle parfois une supervision et derrière cette supervision va pouvoir permettre d'agir sur, la régulation. C'est-à-dire là, on a suivi, mais on agit, on donne un ordre, une commande aux différents équipements, par exemple réduire la température et derrière cette régulation, va agir sur, des détecteurs ou des actionneurs au niveau du terrain qui vont, baisser, la température de fait. Donc voilà, 3 niveaux, le terrain, suivi énergie de régulation et supervision. Donc BACS, les gestions techniques de bâtiments sont, régies précisément par une norme, donc on vous fournit et elles sont distinguées en 4 classes. La classe D qui est, la régulation limitée, globalement, c'est juste marche-arrêt ou manuel, donc c'est quasiment rien du tout. La classe C, qu'on appelle la régulation standard, qui est prise comme référence et qui est suffisante pour résoudre des décrets BACS, enfin pour répondre aux décrets BACS. Classe B qui est révolution avancée et classe A qui est une régulation, très précise, très poussée avec, tout un système de capteurs et de régulation plus ou moins automatique. Donc là, je laisse la parole à mon collègue. Oui, je ne sais pas si on m'entend. Quentin, tu peux me confirmer? On t'entend. OK, super, merci. Donc voilà, je vais vous présenter, les bâtiments qui sont concernés, un peu plus en détail. On va le voir, ça concerne donc, comme l'a dit Quentin, les bâtiments tertiaires, à la fois neufs et existants, qui sont équipés d'un système de chauffage ou de climatisation dont la puissance utile dépasse 70 kilowatts. Donc on va voir après la définition de la puissance utile et pour tous ces bâtiments-là, donc neufs et existants,
on va avoir des échéances qui sont différenciées, donc dans le calendrier qu'on va voir juste après, qui vont, on va dire, déployer différentes échéances en fonction de la puissance, du système. Donc vous avez ici le calendrier d'application, donc avec le décret comme l'a présenté Quentin tout à l'heure, donc qui, entre en vigueur en 2020, donc en juillet 2020, avec une distinction, donc les bâtiments neufs dans un premier temps et les bâtiments existants qui vont avoir des obligations un peu plus tard, avec des échéances un peu plus tard. Pour commencer sur les bâtiments neufs, puisque c'est, on va dire le plus simple, parce qu'on doit les intégrer dès la construction. On avait 2 échéances, donc à partir, de 2021 et aussi la deuxième échéance, donc c'était avril 2024, suivant la puissance des systèmes. Ce qu'il faut regarder, c'est la puissance du système, donc chaud ou froid. Est-ce qu'elle est supérieure à 290 kilowatts? Et aussi le temps de retour sur investissement, est-ce qu'il est inférieur à 10 ans? Dès que je remplis les 2 conditions, donc j'ai une puissance utile qui est supérieure à ce seuil-là, 290, et un temps de retour inférieur à 10 ans, alors c'est obligatoire d'installer un système qui répond aux exigences, donc du décret Bax, donc une GTB au moins de classe C, hein, y répond, à partir du 21 juillet 2020. Pour ce qui est des bâtiments qui ont une puissance un peu plus faible, donc au-delà des 70 kilowatts, là, l'échéance était fixée au 8 avril 2024. Donc là, vous le comprenez bien, à l'heure actuelle, tous les bâtiments neufs qui ont une puissance supérieure à 70 kilowatts, pour ce qui est du système de chaud ou du système de froid, doivent être équipés d'un système qui répond aux exigences, du décret Bax. Ensuite, pour les bâtiments existants, là, c'est un peu plus compliqué. On a des échéances qui sont différentes. La première échéance, donc c'est toujours la puissance utile qu'on va regarder. Si la puissance utile est supérieure à 290 kilowatts, donc toujours le même seuil, là, la date d'échéance qui a été fixée, c'est le 1er janvier 2025. Donc tous les bâtiments tertiaires qui ont une puissance utile, un système de chaud ou de froid qui a une puissance utile supérieure à 290 kilowatts, dès lors que le temps de retour sur investissement donc, est inférieur à 10 ans, devra être équipé avant le 1er janvier 2025, donc c'est-à-dire maintenant, d'un système qui répond aux exigences du décret. La deuxième échéance qui est fixée, donc c'est la puissance utile qui est supérieure à 70 kilowatts. Là, c'est au 1er janvier 2025, donc il y a 2 ans en délai qui ont été donnés pour les systèmes un peu plus faibles. Sur la diapo suivante, on va voir la définition du calcul du temps de retour sur investissement. Les modalités de calcul pour temps de retour sur investissement, vous avez le surcoût. Grosso modo, c'est les coûts d'investissement moins les aides. On va le voir plutôt en fin de présentation. Il y a des aides qui sont mobilisables, hein, pour vous aider à investir dans de tels systèmes. Donc, on va prendre en compte que le surcoût. Donc, on retire les aides de l'investissement. Le surcoût qu'on va diviser par tous les gains énergétiques qu'on peut espérer. On estime en moyenne à 15% les consommations d'énergie qu'on va pouvoir faire grâce à la mise en place de ce système, fois le coût de l'énergie, donc c'est la moyenne du coût facturé pour l'année qu'on considère. Donc si vous ne voulez pas prendre les 15% de moyenne de consommation d'énergie pour le calcul du temps de retour, vous pouvez aussi estimer sur la base d'un audit les économies que vous pouvez générer par la mise en place, hein, d'un système qui répond aux exigences du décret Bax. Du coup, avant de passer à la prochaine partie, si on voulait résumer très simplement, bon, pour le neuf, finalement, c'est plus un sujet, parce qu'on est déjà le 1er janvier, enfin, voilà, 1er janvier 2025, c'est demain. Pour le neuf, ben, bon, il n'y a pas de sujet, on construit, dès qu'on a une puissance supérieure à 70, on l'intègre. En revanche, pour l'existant, voilà, il faut regarder, dès que la puissance utile sera plus de 290, là, en théorie, il faudrait déjà l'avoir fait, voilà, en théorie. Donc du coup, voilà, d'où cet enjeu. Et garder en tête la date de 70, le seuil de 70 kWh de puissance qui, lui, arrivera pour 2027. Donc vraiment, c'est ces deux dates et ces deux puissances à retenir. Et, comme on l'a dit, la possibilité d'avoir une dérogation si on montre que le temps de retour est supérieur à 10 ans. Ça, le temps de retour supérieur à 10 ans, c'est une nouvelle condition ou c'est quelque chose qui a toujours été dans la réglementation ou c'est quelque chose qui est nouveau, cette exception?
Je pense que ça a toujours été, hein, D'accord. le temps de retour, sur toutes les réglementations, même sur le décret tertiaire, il y a aussi des seuils de temps de retour suivant les si on traite de l'enveloppe ou des systèmes, donc c'est souvent intégré, hein, dans les réglementations. A priori, oui, OK. Merci. c'est rien. Du coup, sur les cas pratiques, que je vais présenter, donc, effectivement, comme le dit Quentin, on va s'intéresser qu'au cas des bâtiments existants, puisque le sujet du neuf, effectivement est déjà passé et l'idée, ça va être de vous faire réagir pour, déterminer, à votre avis, est-ce qu'on est assujetti à partir de 2025 ou 2027. Avant de vous présenter donc, 2 cas pratiques, la définition de la puissance utile. Donc on regarde le système soit, chauffage ou climatisation. Donc le chauffage, ça peut être par combustion, par effet Joule, par échange de chaleur et la climatisation, bah, de la même manière, par échange de chaleur. Pour le calcul de la puissance utile, suivant les systèmes, on va, prendre en compte donc des valeurs un peu différentes. Enfin, on a une définition qui est donnée. Donc pour les pompes à chaleur et les réseaux de chaleur, donc par puissance utile, on va prendre en compte donc la somme des puissances nominales. Pour les radiateurs électriques, on va prendre en compte donc la somme des puissances électriques maximales. Pour les chaudières à combustion, on va avoir 2 cas, soit, qu'on ait des systèmes distincts, ou des systèmes en cascade. Donc si on est sur des systèmes distincts, on va prendre en compte la puissance utile, comme étant le maximum des puissances utiles de chaque chaudière. Si on est en cascade, là, on va devoir faire la somme des puissances utiles de chaque chaudière à combustion. Voilà, la dernière ligne, c'est exactement la même chose. Pour les systèmes distincts, on prend bien évidemment le maximum des puissances utiles pour chaque système. Si on est sur un système à la fois de chaud sur pompe à chaleur et chaudière à combustion, par exemple. Du coup, ce qu'on vous propose pour les cas pratiques, c'est peut-être de réagir dans les commentaires, enfin dans le chat pour voir si, comment est-ce que vous interprétez la chose et si vous, enfin, quelle est la date selon vous et quelles sont les puissances? Du coup, le cas numéro un, donc c'est un système, 2 chaudières en cascade, une de 125 kilowatts et l'autre de 75 kilowatts et un système de froid donc, de 100 kilowatts. On vous laisse quelques minutes, enfin quelques temps pour, nous donner votre avis, donc a priori soit 2025, soit 2027 pour l'échéance. Alors, je réagis à la question, dans le chat. Doit-on prendre également en compte la puissance de ventilation du bâtiment si une batterie de chaud ou froid est installée? Le texte ne précise vraiment que c'est la puissance du système de chauffage. Bon, je sais Peut-être la 1re question à se poser finalement, c'est quelle est la puissance utile de chaque, du chauffage et quelle est la puissance utile du froid? Bon, la puissance utile du froid, c'est 100 kilowatts, c'est facile. Mais pour la puissance utile du système de chauffage, je pense qu'on a quelques réponses, hein, dans le chat. ah, j'arrive pas. Donc on a 2 Ah, réponses qui nous ah, donnent pardon. 2025 en année. On en a une troisième. Donc on va peut-être passer à la correction pour, expliquer, expliquer les raisons du coup de l'année. Donc en fait, c'est 2027, l'année de mise en conformité, puisque on va regarder d'une part, le chaud et d'autre part le froid. On va pas faire la somme des puissances utiles pour, le système de chaud et le système de froid. Donc ça, c'est, la première Ah, chose qu'il faut regarder. Par contre, si on a la des confusion vient de là. oui, je pense, oui. Et comme on a des chaudières en cascade pour le chaud, on a, une première puissance donc de 125 kilowatts et une deuxième de 75. Donc on a une puissance utile pour le chaud de 200 kilowatts. Donc on va avoir, la puissance utile maximale entre nos 2 systèmes de chaud et de froid, c'est 200. Donc on est au-dessus de 70 bien sûr, mais on est en dessous des 290. Donc l'année à prendre en compte, donc l'année, d'échéance, c'est bien le 1er janvier 2027. Effectivement, hein, la petite subtilité que j'avais peut-être pas détaillée dans ma présentation, c'est bien le système de chaud d'une part et le système de froid d'autre part. D'où l'intérêt de la petite question, hein, du cas pratique pour, un peu, préciser ce point-là. Donc le cas numéro 2, bah, on a un système de chaud donc avec une PAC réversible de 150 kilowatts, un appoint, de 50 kilowatts et au niveau du système pour le refroidissement, on a, 2 packs réversibles donc 180 et 120 kilowatts. Du coup, on propose un peu le même raisonnement. On a déjà un retour qui nous dit 2027. On a Là, aussi on a 2025. 2025. 2 personnes qui nous disent 2025.
3. Du coup, je vais demander quelle est la puissance utile totale pour le système de chaud, du coup. Donc, D'accord, on a on nous dit 202 200. kilowatts. On va passer à la correction. Alors du coup, il y a aussi une subtilité, voilà, comme on a 2 systèmes différents pour le chaud, on va pas faire la somme, des systèmes. On a 2 systèmes distincts, donc on prend la puissance la plus élevée. Donc là, c'est 150 kilowatts pour le chaud. Effectivement, ça a pas trop d'impact parce que, pour le système de froid, on a une puissance utile qui est à 300 kilowatts. Donc comme c'est dit dans le chat, effectivement, hein, on a, 180 plus 120 kilowatts puisqu'on a un seul et même système, hein, c'est 2 packs. Donc c'est un seul, enfin c'est un même type de système, donc on fait la somme des puissances pour le système de froid. Donc comme c'est 300 kilowatts, on est au-dessus des 290, donc c'est, le 1er janvier 2025 pour ce bâtiment-là. Donc on est d'accord, hein, qu'il y a des subtilités et on a fait exprès dans nos exemples, hein, de prendre des cas un peu compliqués. Dans les faits, voilà, c'est peut-être un peu plus simple, mais voilà, on voulait mettre l'accent sur, les différentes possibilités pour que vous puissiez appliquer au plus juste, hein, les obligations. Et du coup, en fait, derrière, ça implique d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de ces systèmes chauds et quelle est leur puissance. Et ensuite, à partir de là, ben, regarder si c'est distinct, non distinct, et faire le calcul et ça change l'assujettissement ou non, quoi. Du coup, voilà pour bon, on était sur 2 cas pratiques. Je vous propose qu'on passe à la suite sur un peu les exigences de manière un peu plus précise. Qu'est-ce que disent les textes? Qu'est-ce que doivent faire ces GTB et ces décrets BACS une fois qu'on sait qu'il faut en installer une? Sur les fonctionnalités d'une BACS, bon, ça fait un peu, c'est des choses qu'on a déjà dit. Vous avez un article du code de la construction donc qui, précise un peu tout ça. On vous a mis les éléments pour rappel. Donc le système BACS doit, permettre le suivi, l'enregistrement et l'analyse en continu par zone fonctionnelle, donc ça on va le préciser juste après, et à un pas de temps horaire des données de production et de consommation énergétique des systèmes, ainsi que, bien évidemment, l'ajustement des systèmes en conséquence. Le système doit aussi avoir la capacité donc à situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informer l'exploitant, pour permettre l'analyse et l'amélioration de la situation. Donc là, c'est les 2 paramètres qui nous permettent de savoir si notre bâtiment se situe bien par rapport à la valeur de référence, pour mettre en place des alertes et détecter des changements des pertes d'efficacité qui seraient ponctuelles, pour, là venir agir, pour, réparer les désordres. 4e point, donc l'interopérabilité avec les différents systèmes techniques du bâtiment. Ça, j'y reviendrai en détail, plus tard. La possibilité d'un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques du bâtiment. Et enfin, la BACS doit permettre l'archivage des données produites afin de les rendre accessibles aux propriétaires du système d'automatisation et de contrôle qui en a la propriété. Donc ce dernier les met à disposition du gestionnaire du bâtiment à sa demande et transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent. Donc là, ça permet en fait de mettre en relation les gestionnaires des différents systèmes pour avoir une vraie optimisation globale sur le bâtiment. Sur la partie zone fonctionnelle, sur la diapo suivante, on vous a mis un exemple de découpage en zones fonctionnelles donc à mettre en place. On a pris l'exemple d'une école. On va avoir différents espaces avec différents usages et différents besoins en énergie. Donc pour l'école, on a fait quatre zones fonctionnelles dans notre exemple. La première zone fonctionnelle, donc ça va concerner tout ce qui concerne l'équipe pédagogique, donc les espaces plutôt de bureaux qui sont occupés par l'équipe pédagogique. La zone fonctionnelle numéro 2, ça serait plutôt la zone fonctionnelle avec les classes. Ensuite, une troisième zone avec la partie gymnase. Et enfin, la salle de restauration. Sachant qu'effectivement, chaque zone fonctionnelle va avoir des usages différents, des consommations différentes, des horaires aussi d'utilisation qui vont varier. Donc c'est bien évidemment tout ça qui sera à prendre en compte par les zones fonctionnelles. Donc elles sont à définir en amont de la conception de la GTB et toujours privilégier l'interopérabilité pour faciliter les évolutions futures. Donc sur cette notion d'interopérabilité, on a la diapo suivante qui nous précise comment les prendre en compte. Donc l'interopérabilité doit permettre la connexion à la GTB d'éléments supplémentaires
qu'on va venir vouloir mettre en place par la suite, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. Il doit permettre aussi donc des échanges de données entre les appareils via des protocoles, des interfaces API, pour permettre vraiment que les différents systèmes puissent communiquer les uns entre les autres. Donc vous avez plusieurs protocoles normalisés qui sont ouverts, qui existent. On vous a mis des exemples dans le support, les principaux, on va dire les plus connus, qui vous permettraient donc d'avoir l'assurance, en tout cas, d'avoir des systèmes qui puissent communiquer les uns entre les autres pour avoir des évolutions sur votre système par la suite. Du coup, pour préciser un peu ce système d'interopérabilité et de protocole, donc au début, je vous avais montré finalement un peu les 3 niveaux, d'une GTB. Vous avez, les compteurs et les capteurs, sur les équipements. Vous avez, ce qui va être régulation et suivi, où là, on est plus sur quelque chose de centralisé qui va être généralement au niveau de l'armoire électrique. Et puis vous avez la supervision où globalement c'est le logiciel où vous pilotez un peu tout ça. Et en fait, les protocoles, c'est ce qui va permettre aux capteurs de communiquer, enfin à ces 3 niveaux de communiquer. Et un des travers un peu qui a été repéré, c'est lorsqu'on a une installation technique auprès voilà, d'un installateur. Souvent on se retrouve avec des logiciels ou des protocoles propriétaires, c'est-à-dire, qui sont, la propriété de l'installateur et lorsque, on veut changer ou modifier ou rajouter des éléments, c'est plus compatible et donc la notion d'interopérabilité, de protocole ouvert derrière, c'est que, ce soit des protocoles qui puissent être utilisés par la majorité des équipements et que, voilà, vous ne soyez pas bloqué ou dépendant d'un installateur ou, d'un type d'appareil. Heu et du coup, pour conclure un peu, une fois qu'on a installé tout ça, il y a également une obligation d'inspection qui consiste à réaliser un peu une analyse et vérifier le fonctionnement du système, tous les 5 ans. Pour détailler un peu, donc ça implique, l'analyse fonctionnelle du système, donc voir un peu quelle est finalement son architecture, la vérification du fonctionnement, l'évaluation des exigences, donc les différents points qu'on avait évoqués, fournir des recommandations et ça implique un rapport d'inspection et donc du coup, ça effectue au plus tard le 1er janvier 2025 lorsqu'on en a installé une, hein, bien sûr. Là encore, Monsieur, tout est dans ouais. l'article du code de la construction. Monsieur Legros, on a une question de Madame Léostic, Nolwenn, ouais. Oui, merci. En fait, c'était sur la slide juste avant, quand vous avez parlé en fait du protocole propriétaire. Parce que nous, on a par exemple sur nos installations, on a du trend au niveau des capteurs. Et a priori, c'est du protocole propriétaire. Hem, Tout dépend, ça forcément qu'on paye, mais ça va poser des questions de compatibilité, pardon, de compatibilité puisque peut-être que ces capteurs, qui fonctionnent par traîne ne communiquent qu'avec, certains éléments de régulation, traîne, ce qui fait que, si vous voulez changer ce système ou un des éléments du système, ils ne seront peut-être plus compatibles. Après voilà, ça implique pas forcément de tout jeter, attention, mais peut-être qu'il y a certains, capteurs et certains éléments sur certains équipements qui ne pourront plus communiquer entre eux. C'était sur quel système notamment que vous avez installé ce type de capteur avec ce type de protocole? Alors là, je sais que moi, j'ai commencé à faire le tour en fait des bâtiments avec le technicien référencé, enfin, qui est titulaire sur la ville. Et c'est presque partout. Enfin, sur les pompes, ouais, les capteurs dans les chaudières, les sondes de température. Enfin, là, je l'ai pas parce qu'il y a vraiment énormément d'équipements qui a déjà été installé, donc j'ai pas la liste en tête. Mais je sais que c'est une des marques que j'ai vues le plus souvent, en tout cas, quand on a fait le tour des bâtiments. D'accord. On avait une question aussi de monsieur Auger qui voulait, un peu votre avis sur le déploiement d'un réseau, LoRaWAN pour centraliser l'ensemble des capteurs et des compteurs. On crée un réseau en fait, privé pour récupérer, les capteurs et les compteurs. Alors LoRaWAN, je le connais moins, mais il me semble que ça fait partie des protocoles qui, même s'ils sont propriétaires, sont malgré tout, largement répandus et sont compatibles avec un certain nombre d'appareils. Là, je ne saurais pas forcément vous en dire beaucoup plus. La question derrière, c'est la compatibilité des équipements et si, Mmh. ce protocole est, utilisé par d'autres appareils et d'autres installations. Il me semble que LoRaWAN est assez reconnu, donc ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Oui, c'est un système plutôt répandu, je pense, qui est plutôt ouvert, hein, comme le dit Quentin, donc c'est plutôt,
plutôt bien a priori, oui. Là où ça va être particulièrement gênant, c'est plus au niveau de la supervision où, quand vous voulez piloter, s'il n'y a rien d'ouvert, vous êtes dépendant, du logiciel et de l'architecture réseau propriétaire, quoi. En tout cas, c'est un point vraiment à prendre en compte au début, à bien avoir en tête lorsque vous définissez votre architecture et que vous installez le système, pour éviter les mauvaises surprises à l'avenir. Et du coup, je vous propose de passer peut-être au point combien ça coûte, avec des ordres de grandeur, combien ça coûte d'installer une GTB, une BAX. Donc là, on s'est basé sur différents retours d'expérience collectés par le CEREMA, qui sont d'ailleurs qui sont tous détaillés dans le guide, dans un guide que vous pouvez retrouver sur notre site. Et donc, on a distingué deux cas différents. Les cas, on va dire, sur les petits bâtiments tertiaires, où ce sont finalement des petites infrastructures, et les cas sur des installations plus importantes. Donc là, on vous présente un peu la moyenne de retour d'expérience sur 5 bâtiments, donc crèche, bâtiment de bureau, médiathèque, donc du petit tertiaire, peut-être ce qui va vous concerner le plus. Et ça concerne finalement une architecture relativement simple où en fait, on a un système de supervision, un automate, quelques sondes, et on parle que d'un système, la chaufferie. Et donc globalement, si vous voulez mettre une GTB simple sur un équipement, il faut compter entre 10 000 et 16 000 euros, sans prendre en compte la maintenance. Et à droite, du coup, vous avez la moyenne avec la part de chaque poste de travaux. Donc là encore, c'est une moyenne. C'est très variable, évidemment, selon les équipements en place, selon ce qui existe ou pas. Mais en tout cas, sur ces 5 cas-là, on a globalement la moitié du prix, c'est le raccordement et l'installation du matériel. Et l'autre moitié, ça va être les câbles et le paramétrage. On a quand même un tiers c'est important de l'avoir en tête, sur le paramétrage, l'essai et la mise en service, qui peut être assez coûteuse et assez longue, puisque c'est pas le tout de poser les équipements, il faut faire en sorte que tout soit raccordé et fonctionne. Et c'est une des difficultés. Donc c'est un poste non négligeable. Je regarde dans le chat. Pour info, il existe des passerelles LoRa vers BACnet et KNX. Voilà, il existe aussi effectivement certains équipements qui permettent de passer d'un protocole à un autre et donc du coup de faciliter un peu tout ça. Bien, donc poursuivons sur la partie investissement. Donc là, c'était pour le petit tertiaire. Donc là, on peut vous présenter un retour d'expérience sur un bâtiment plus conséquent, donc là un palais de justice de 2000 m², où c'était une architecture complexe avec une automatisation de 5 climatisations centralisées et de 4 CTA. Donc voilà, donc 9 équipements qu'on automatise entièrement avec des remontées de données sur 2 salles serveurs, donc quelque chose d'assez lourd. Et là, on est sur on était sur un coût autour de 30 000 euros. Donc sur de gros systèmes, on va être plutôt autour de 30 et 40 000. Et en ce qui concerne la part des postes, là, on a plus de 60%, ça va être l'armoire électrique, la console centralisée, et le reste, ça va être l'instrumentation et le câblage. Donc un peu un bilan, voilà, ce sont des exemples, ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne des ordres de grandeur. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque cas est différent, ça dépend d'énormément de paramètres, ça dépend des systèmes, ça dépend du nombre de points de mesure que vous voulez mettre, ça dépend du nombre de zones fonctionnelles, si vous avez beaucoup d'usages différents, si vous avez besoin d'un pilotage fin. Et globalement, à retenir, si vous avez un faible nombre de points de mesure, le coût va principalement sur l'armoire électrique et le câblage. À l'inverse, plus vous avez une architecture complexe avec beaucoup de points à faire remonter, ça va être l'architecture et l'interface pour mettre tout ça en commun qui va vous coûter très cher. Et il faut compter environ donc 100 euros de surcoût par point remonté. Donc, je vais poursuivre sur la partie économie de fonctionnement. Effectivement, Quentin nous a présenté les coûts d'installation que représentent ces systèmes. Si on les installe, c'est effectivement pour réaliser des économies derrière. Donc, voilà, c'est surtout là-dessus qu'on veut insister. On vous a mis, donc, on l'a déjà présenté, hein, ce graphique. On vous a remis pour rappel les différentes classes de GTB en rappelant bien évidemment que la classe C est suffisante pour répondre au décret BAX. Puisque voilà, on va voir dans les diapos suivantes, on va comparer les économies qu'on peut faire entre une classe A et une classe C. Donc voilà, on voulait vous mettre ce graphique-là pour rappel. Donc vous avez sur ce graphique les gains théoriques qu'on peut estimer, qui ont été estimés par la norme. Donc la norme, vous avez la référence, hein, qui date de 2017 et qui estimait les gains qu'on pouvait réaliser.
Donc pour une GTB de classe A dans les bureaux, donc les bureaux c'est en jaune hein, sur le graphique, la norme nous dit que elle permet, cette GTB de classe A dans les bureaux, de réaliser 30% d'économie de chauffage et 13% d'économie d'électricité supplémentaire par rapport à une GTB standard de classe C. Donc là, on vient comparer les deux systèmes entre eux. Donc, installer une GTB qui est plus performante, qui va, voilà, avec plus de points de remontée, plus de couplage entre les systèmes, va nous permettre de faire encore plus d'économies, que ce soit sur le chauffage ou sur l'électricité. Et plus, hein, effectivement, plus sur le chauffage. Le CEREMA, en parallèle, on anime différents concours, les concours Cube, donc les challenges d'économie d'énergie, donc que ce soit pour les établissements scolaires, les collèges, les écoles, les lycées. On a en termes de retour d'expérience des économies qui vont autour de 10% sur la consommation totale, grâce au pilotage et aux éco-gestes, et on peut aller des fois au-delà des 20% d'économies. Voilà, donc quand on réalise des actions sur le pilotage, effectivement, on peut estimer avoir des gains d'énergie autour de ces valeurs-là, autour de 10% jusqu'à 20% suivant la performance du bâtiment à l'état initial et le niveau qu'on met en place au niveau de notre pilotage. Le petit point d'attention qu'on voulait vous donner aussi, c'est que installer une GTB, c'est très bien. C'est même obligatoire dans les cas qu'on a cités, hein, donc là, on ne revient pas dessus. Mais effectivement, si on ne met pas en place de moyens humains derrière, il n'y aura pas d'effet après l'installation de notre système. Donc effectivement, il faut prendre en compte ce point-là, avec des enjeux importants sur l'exploitation de maintenance, que ce soit fait en régie ou avec contrat, hein, ça c'est selon les moyens que vous avez à disposition, et aussi un besoin de formation du gestionnaire. Donc vous avez des petits schémas de principe qui vous met en fait une consommation de référence théorique, donc en bleu, et la consommation qu'on peut espérer après la mise en place de notre GTB. Il ne faut pas prendre en compte les échelles, hein, c'est un graphique uniquement pour avoir voilà, un ordre d'idée. Et effectivement, on peut espérer maintenir les économies d'énergie qu'on met en place grâce à la GTB si on maintient le suivi. Par contre, si on ne fait pas de suivi derrière, on va risquer de revenir à la situation initiale. Donc là, c'est le risque d'avoir fait un investissement qui nous permet pas de faire d'économie d'énergie derrière. Monsieur Lesage, on avait une question sur la slide d'avant, si vous voulez bien revenir, s'il vous plaît. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, Oui. il n'y a pas de mal. C'était sur les usages électriques. Monsieur Auger voulait savoir de quel type d'usage électrique on parle. Est-ce que c'est de l'usage électrique uniquement pour de l'éclairage ou c'est de l'usage électrique, c'est du chauffage qui est compris dans l'usage électrique, ou c'est de l'usage électrique uniquement pour l'éclairage, les ordinateurs, etc. C'est de quel type d'usage électrique on parle en fait? Alors, il faudrait que je me replonge dans la norme, mais en fait, on a les usages thermiques, c'est vraiment sur le chauffage, donc là, D'accord. on est d'accord. Pour l'électricité, ça doit prendre en compte à la fois le chauffage, pardon, à la fois l'éclairage, bien sûr, les usages spécifiques qu'on peut mettre en place. Enfin, c'est tous les usages qui sont contrôlés par notre système de GTB. D'accord. Alors, je sais pas si toi, Quentin, tu as plus d'éléments en tête sur ce point-là. A priori, non. Donc voilà, effectivement, voilà, on va prendre en compte les autres usages, pas le Ah, on vous chauffage. on vous entend plus, monsieur Legros. Ouais, c'est là où monsieur Auger il a plutôt raison. C'est-à-dire qu'en Oui, fait là, en fait, on se retrouve avec la GTB dans le cas de l'électricité, enfin, dans le cadre de la réduction et les économies d'énergie sur l'électricité, elle est plus limitée que sur le chauffage. Sachant que, en gros, sur l'électricité, il existe quand même déjà plus de capacité de régulation et il y a plus de systèmes qui existent déjà aujourd'hui et qui sont quand même déjà bien adaptés dans les communes pour économiser l'électricité.
Oui, 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 si vous avez déjà des éclairages qui sont performants C'est avec, ça, du par exemple, LED, c'est ça. des économies enfin les économies qu'on va pouvoir faire sont assez faibles. Ouais. Comme Quentin l'a dit, les points de remontée, ça va avoir un certain coût. Donc sur l'éclairage, vous allez avoir des temps de retour qui vont être beaucoup Mmh. plus élevés, vous avez pas intérêt à y aller effectivement. Ouais, Si là vous où avez il un faut sys plus, là où il faut plus, entre guillemets «s'énerver» et il faut plus investir, c'est sur, les remontées pour optimiser les usages thermiques en fait et essayer de remonter et de faire des gains sur le chauffage. C'est ça, oui, tout à fait et puis, coupler, les différents systèmes entre eux. Si on a la ventilation, si on a, Ouais. la thermique, essayer de voir comment on peut coupler les choses pour faire des choses les plus économes possibles. Oui et du coup, effectivement, l'usage électrique, donc faire, un système GTB uniquement dessus, pourquoi pas, c'est bien, mais effectivement, comme on le disait, l'électricité, enfin l'éclairage, c'est pas la part de consommation la plus importante dans un bâtiment, ça va être principalement, chauffage, ECS et ventilation et donc quelle valeur ajoutée si nous avons des luminaires intelligents? Bah, si vous avez déjà des cellules présence intercrépusculaire sur l'éclairage, bon, bah, voilà, c'est très bien, vous faites, enfin, je pense bah, après, il faut aussi être opérationnel et un peu pratique, il y a pas forcément besoin, peut-être éventuellement distinguer le compteur dans l'armoire électrique, éventuellement, si vous voulez, si c'est possible, mais c'est vraiment sur, les principaux postes, qu'il faut se focaliser et qu'il faut relier à cette base. Poursuivre avec sur, qu'est-ce qu'on fait une fois que faire une fois qu'on a, enfin, que faire, voilà, une fois qu'on souhaite se lancer dans la démarche? Donc je te laisse reprendre la main, Romain. Oui, alors du coup, voilà, on va passer, assez rapidement pour essayer de finir dans les délais. Effectivement, comment se mettre en conformité? La première chose à faire, comme on l'a vu dans les cas pratiques, c'est lister les puissances, qu'on a, les puissances utiles, par bâtiment pour déterminer si on est assujetti ou non. Après, si on n'est pas assujetti, hein, on peut quand même avoir un intérêt d'installer des systèmes, d'automatisation, mais on est en dehors du cadre du décret Bax. Pour les assujettis, bah, la première chose à faire, c'est définir sa classe actuelle au sens de la norme, si on a une GTB. Si on n'en a pas, bah, c'est plus simple, puisqu'on n'en a pas. On définit la classe qu'on vise, au moins une GTB classée pour, répondre aux exigences. On peut aller au-delà pour des bâtiments qui sont, plus complexes ou, à taille assez importante, où on sait on va pouvoir, avoir beaucoup de marge de manœuvre sur l'automatisation et beaucoup de marge d'économie d'énergie. On définit une stratégie d'utilisation du système, donc système par bâtiment versus système centralisé. Le niveau de classe souhaité et l'utilisation des données qu'on va collecter. Ensuite, on liste les travaux qu'on va mettre en œuvre, on met en place les travaux et on a l'obligation d'inspection des bâtiments, donc au moins tous les 5 ans, et une première échéance qui est fixée aussi, que vous avez dans les slides précédentes. Donc il y a 3 solutions pour mettre en place, heu, avec des avantages et des inconvénients pour chacun. Une solution en interne, donc les avantages, c'est, le coût et puis la maîtrise. Les inconvénients, bah, le temps à passer, notamment et l'appel d'offres. La solution donc, par un mainteneur, ou par un prestataire spécialisé, donc bureau d'études. Pour ce qui est du mainteneur, les avantages, ça va être la connaissance d'équipement et la projection sur le futur, mais les inconvénients, effectivement, produits limités et les coûts qui seront, à vérifier. Et par un prestataire spécialisé, ben, on a, en avantage donc, l'indépendance, la GTB qui va être le plus adapté aux besoins possibles, mais c'est une prestation qui est payante et qui, vient s'ajouter, au fait de passer par un mainteneur directement. Donc c'est des on va dire, des choix que vous seul pouvez déterminer. Et d'ailleurs, j'y pense peut-être à rajouter, heu, dans un peu dans la checklist, lorsque l'on liste les travaux à mettre en œuvre, essayer d'avoir de l'ordre de grandeur de coût et regarder si, on est dans le TRI des 10 ans ou pas. Ah bon, là, Oui, on est parti du principe que ça avait quand même un intérêt, et que ça avait un intérêt et donc du coup, voilà, que faire? Mais il faut l'avoir en tête. Il faut avoir cette possibilité en tête. donc voilà, un dispositif qui rend possible un pilotage et un suivi fin, mais qui nécessite des moyens humains. Voilà, avec le petit graphique qu'on a vu, juste avant, il faut s'assurer que les équipements sont pilotés de manière optimale, que les consommations sont analysées et les dérives détectées. Effectivement, si on a une GTB qui nous fait des analyses, qui nous renvoie des défauts, des dérives, si derrière on n'a personne qui peut agir, mettre en place des solutions qui vont pallier à ces dérives, il y a aucun intérêt, à faire remonter l'information.
des contrôles périodiques qui sont obligatoires et l'utilisation de l'installation est accessible à tous. Donc prévoir des temps de passation, des tuilages en cas de personnel qui évolue et une démarche de commissionnement qui est recommandée. Je te laisse passer voilà, sur Ouais, la pour chaîne faire un peu le bilan un peu de comment mettre en place, nous, on a un graphique qu'on aime bien, qui est le processus cyclique de gestion de patrimoine immobilier, qui consiste à organiser sa gestion avec des moyens, des budgets, connaître le patrimoine, choisir des objectifs, faire une stratégie, planifier ses travaux et ses actions, faire ses actions, suivre les évolutions et du coup, on peut ensuite mettre en face des budgets et des moyens et ainsi de suite. Donc ça, c'est le graphe un peu central, heu, qu'on aime bien présenter pour symboliser un peu la démarche de gestion de patrimoine immobilier et si on souhaite appliquer ça à, ben, comment est-ce que j'applique le décret Bax? En fait, ça implique d'identifier quelqu'un qui va réfléchir et mettre ça en place et de fixer un budget de travaux. Bon, j'imagine que c'est les vous ou vos collègues ou vos services techniques. Derrière, ça va être identifier les bâtiments concernés, donc quels sont mes bâtiments, quelle puissance, quel type d'équipement. Ensuite, ça va être, ben, est-ce que bon, voilà, je vous le conseille, intégrer le respect du décret à votre stratégie et à vos objectifs, de travaux et ensuite, voilà, l'intégrer dans sa programmation. En sachant qu'on a souhaité mettre un point d'attention, c'est que, ben, la GTB, c'est bien, mais si vous mettez votre GTB sur une passoire thermique ou un bâtiment pas rénové ou un bâtiment que vous voulez vendre ou démolir ou je ne sais ou que sais-je, bah, ça ne servira à rien. Donc le but, c'est voilà, de l'intégrer en fait à vos autres rénovations sur les bâtiments et de l'intégrer généralement dans une rénovation globale. Si vous rénovez globalement un bâtiment et que vous changez tous les systèmes, bah, mettez la GTB en même intégrez-le à vos autres programmes de travaux et ensuite, bon, conduire les actions, bah, plus facile à dire qu'à faire, mais il faut réaliser les travaux et faire l'exploitation maintenance puisque si on l'installe et qu'elle ne marche pas, personne ne sait la faire fonctionner, ça ne sert à rien. Derrière, vous allez pouvoir suivre il faut suivre l'évolution et faire un bilan des économies d'énergie avant et après travaux. Et là, justement, bingo, c'est l'objectif de la GTB. C'est de vous dire c'est de suivre vos consommations et de vous dire si ça a augmenté ou pas. Donc, a priori, lorsque vous l'installez, vous serez capable de dire si elle vous a rapporté ou pas. C'est tout l'intérêt. Et du coup, pour conclure, dans les quelques minutes qui nous restent, on va évoquer différentes pistes de financement. Donc là, on vous a montré les principales, il en existe d'autres, on vous a mis le lien de la synthèse. Heu, on l'a fait un peu on va dire du plus facile au plus complexe. Une des premières pistes de financement, ce sont les certificats d'économie d'énergie, les CEE, puisque l'installation ou le remplacement d'une GTB, peut être financé via une fiche. Alors avec quand même quelques contraintes, il faut que ce soit une GTB de classe A ou B, c'est-à-dire que C il n'y a pas de financement via les CEE et c'est valable pour certaines catégories, donc notamment bureau et enseignement, donc ce qui devrait vous concerner. Donc les fiches CEE se terminent en 2024, mais le renouvellement a eu lieu jusqu'à 2030, donc ce sera financé par les CEE. Autre piste de financement, le fonds vert, donc il y a une subvention, sur, divers domaines, dont l'ingénierie pour tout ce qui est études, bâtiments et stratégie patrimoniale et également le fonds vert rénovation, donc c'est pas spécifique c'est GTB, mais ça fait partie des travaux qui sont considérés dans la rénovation au global et qui donc peuvent être financés. Avec toutefois la condition qu'il y ait un gain minimum de 40 une réduction de consommation de 40. Alors, avec un point d'attention, ça c'était les conditions pour 2024. Voilà, a priori, le fonds vert devrait être renouvelé pour 2025 avec des conditions similaires, mais voilà, ça peut être susceptible d'évoluer. Une autre démarche qui existe, la démarche, qu'on appelle Intracting, qui est plus portée par la Banque des territoires et pour faire simple, ça consiste en fait à sanctuariser sur une ligne budgétaire distincte les économies d'énergie que vous réalisez en faisant des travaux. C'est-à-dire plutôt que ce soit voilà, que vos économies d'énergie que vous aurez fait après travaux soient, on va dire fondues dans votre budget global, vous le mettez à part sur une ligne budgétaire, du coup vous l'identifiez et derrière vous pouvez, financer d'autres travaux, d'autres actions avec cette ligne. Pour les communes que ça intéresse, Alterne, nous, on a réalisé un petit guide d'explication sur ça, sur l'Intracting, à destination des communes qui rentre, un peu dans le détail de vos préoccupations,
opérationnels au sein des communes. Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me solliciter, moi ou les équipes d'Alterne, pour obtenir ce petit guide et puis éventuellement qu'on vous le présente un peu en détail. Et typiquement, c'est vrai que l'Intracting, ça marche bien dans le cas de la GTB, parce que en fait, c'est des travaux, c'est des travaux qui ont un montant d'investissement qui sont pas forcément très élevés et sur lesquels il y a les économies d'énergie qui peuvent arriver. Et du coup, l'intracting, c'est assez pertinent. C'est assez pertinent sur ces sujets-là. Donc voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, de réfléchir à un peu des pistes de financement un peu différentes. Voilà. Nous, on est à votre disposition aussi sur ces sujets-là. Et du coup, bon, les dernières pistes, mais là, c'est un peu la artillerie lourde, c'est ce qui s'appelle le tiers financement, donc qui consiste à, en fait, que ce soit un tiers qui réalise les dépenses d'investissement de travaux, et ensuite, c'est la collectivité qui rembourse donc cet investisseur dans la mesure des économies d'énergie réalisées. Donc c'est un dispositif assez récent qui s'est ouvert depuis, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans euh, aux acteurs publics. Mm. Et voilà, c'est finalement une démarche assez lourde, mais qui peut être intéressante. Je crois qu'aujourd'hui, il y a la collectivité d'Orléans qui Ouais, est la qui en a première à réalisé s'être un, ouais, lancée dans la exactement. démarche. Ouais. Exactement. Donc Nous, voilà, c'est Alterne, on avait déjà discuté, monsieur Legros, mais on a gagné un appel d'offres de la FNCCR pour étudier cette solution-là. Et du coup, là, toute l'année 2025, on va étudier avec certaines communes, on va étudier la possibilité de mettre en place un marché global de performance à paiement différé, mutualisé entre les communes. Voilà. Donc ça, on est lauréat de ça, et à Alterne, on travaille un peu sur ce sujet-là, et on reviendra sûrement avec les communes, notamment les communes intéressées, d'ici le début de l'année. du coup, voilà, ça fait une bonne Transition. conclusion Ouais, c'est ça, je suis d'accord. sur les différentes pistes et qui mobilisaient. Et du coup, bah, écoutez, on est dans les temps, donc là, on peut peut-être se garder quelques minutes d'échange pour répondre aux questions, aux précisions ou aux interrogations sur ce sujet. On a été tous très clairs, du coup, il n'y a pas de questions. Après, il y a des questions qui ont été posées au fil de l'eau. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions qui avaient été posées au fil de l'eau. Je ne sais pas s'il y a des questions peut-être un peu plus de fond, ou des questions un peu plus différentes qui veulent être posées là, mais en tout cas, c'est le lieu et on est à votre disposition si vous en avez. Et du coup, bon, en tout cas, voilà, le diapo, hein, il y avait la question, je crois, mais il vous sera transmis. Oui. Et bon, voilà, là, il y a également quelques autres ressources documentaires sur le sujet, Oui, c'était notamment le site RTR bâtiment, différents guides sur le décret Bax du ministère, du CEREMA, il y en a également probablement d'autres, et puis voilà, d'autres liens utiles. Vous aviez une question, monsieur Gras? Oui, bonjour, oui. C'est juste pour vous demander, justement, la présentation est très intéressante. Ça vaut vraiment la peine, je pense, de la diffuser au sein des conseils municipaux, ou au moins sur les personnes intéressées. On va l'obtenir comment? On va la recevoir par email? Alors, il y a deux trucs. Il y a par email et il y a via la métropole, via Madame Petit, vous savez, qui travaille D'accord. avec les collectivités. Voilà, donc il y a ces deux Ok. biais-là. Moi, je vais vous Ok. l'envoyer à tous, et puis il y aura aussi Madame Petit qui le Très bien, je vous fera remercie. passer. Pas de problème. Merci. Je me permets de poser une question. Concernant la partie études, etc., bon, on sait qu'on peut avoir du support éventuellement au niveau de la métropole ou de Alterne. En revanche, après, est-ce qu'il y a de nombreux professionnels qui sont capables de réaliser ce type d'intégration? Parce que je, personnellement, j'en connais pas, mais peut-être qu'il y en a, hein. Je vois Monsieur Hibert acquiescer. Oui, non, mais oui, il y a, enfin moi Là, on est au-dessus des compétences de ce que fait on va dire un chauffagiste au sens large. ouais. Il faut quand même de l'intégration, il y a un peu d'automatisme, de Ouais. protocole, Modbus ou autre. C'est effectivement, si vous faites des travaux, je vous conseillerais de le mettre dans un poste à part entière avec une compétence d'intégrateur. Voilà, donc vraiment, c'est le métier, le cœur de métier. Oui. Encore Et ça, faut-il savoir qui on a consulter des et entreprises, bien ouais, c'est ça, conseiller. monsieur Legros, sur la Normandie qui sont capables de faire ça? Alors, j'ai pas d'entreprise spécifique en tête, et puis j'aurais du mal à vous en recommander une plus qu'une autre. Je vais vous donner un exemple. Nous, on est en train de rénover la mairie, là, Saint-Martin-de-Boucherville. On a fait séparer dans le but justement d'intégrer, enfin, d'avoir une meilleure optimisation du chauffage les différentes zones. Donc on a 4 circuits de chauffage hein, avec une même chaudière. Le chauffagiste a fait la partie, je dirais, tuyau et fluide.
on a un électricien qui a intégré l'ensemble des choses, et il y a un automaticien qui est venu pour faire la programmation des différents systèmes, démarrer les pompes, arrêter les pompes et autres. Et cette personne-là, apparemment, c'est une personne qui travaille toute seule, hein, elle est basée en Basse-Normandie, enfin ex-Basse-Normandie, hein, côté de Livaro, mais des professionnels qui font ça, moi j'en connais pas, hein, personnellement. Ça serait relativement intéressant d'avoir une liste Ouais, bah je vais, d'entreprises ou de bah, je vais professionnels regarder capables de ça. Ouais, répondre, hein, ouais, surtout pour les petites communes. ouais. Je pense que nous, on est toujours assez sensible à travailler avec des gens qui sont plutôt locaux, avec des Mhm. entreprises plutôt locales, hein, pour des raisons de facilité et puis de temps d'intervention, hein, parce que quand on met ce genre de système en place, si l'école est plus chauffée, vous savez comment ça se passe, hein, Ouais, c'est compliqué. voilà. Après, Non, Donc bah, globalement, le voilà, réglage du je ouais, chauffage, suis moi, c'est intéressé vraiment. parce que ouais, on a un projet moi, aussi de micro-chauffage, enfin de micro-réseau à mettre en place l'année prochaine. Il va falloir qu'on se penche là-dessus et c'est très intéressant quand même d'avoir au moins une liste d'entreprises capables de réaliser ce type d'intégration. ouais. Bah, Monsieur Gras, si ça vous va, je reviens vers vous, je regarde Ouais, sans ça et problème, puis je vous fais quand vous une voulez. réponse dans ce Mm. sens-là. Ok. Mm. Bien Bah, sûr, merci. oui, merci. Madame Mottet, peut-être vous vouliez poser votre question. Oui, c'est un peu un témoignage. Donc, moi, je suis adjointe au maire au développement durable au Ménilénard et on vient de valider un marché global de performance énergétique. Et les premiers travaux qu'ils vont faire, ça va être la mise en place d'une GDC. Donc après, je ne sais pas exactement, justement, je viens un peu de découvrir le fait qu'il y avait plusieurs classes. Donc, je ne sais pas exactement, je vais me renseigner pour savoir à quel niveau de classe ils vont mettre ça en place. Et puis après, bah, le contrôle sera effectué par le prestataire Mm. qui a été Ouais. choisi. Je ne sais pas si je peux le citer, mais c'est Oui, vous Dalkia. pouvez, oui, c'est Dalkia. C'est Dalkia. Ça sera à eux de faire le Mm. suivi et de s'assurer que la performance est au C'est ça, parce que, rendez-vous. Et je en pense que fait, ouais. le technicien va être formé sur le suivi du système de contrôle. Parce qu'en fait, vous êtes dans le cadre d'un marché global de performance. Du coup, en Mm. fait, cette mission de suivi de GTB, de GTC et de garantie du décret BAX et des économies d'énergie qui sont en face, tout ça, c'est contractuel entre vous et Dalkia, en fait. Voilà, et puis il y aura aussi un cabinet qui sera chargé de faire le Ouais, contrôle, de vérifier, ouais. aussi de vérifier Mm. que le Dalkia est au rendez-vous. Donc là, on est suivi par un cabinet qui est le cabinet Manergie depuis le début et qui a mis en place les conditions du marché qui va continuer à nous suivre pour vérifier que c'est contrôlé. Alors justement, je voulais savoir est-ce qu'il y a au niveau de l'État, il va y avoir des instances de contrôle, aussi bien d'ailleurs pour le décret tertiaire que pour le décret BAX. Comment ça va fonctionner pour vérifier que les collectivités appliquent bien ces décrets? Alors du coup, j'ai 2 réponses différentes à vous faire concernant le décret BAX et le décret tertiaire. Alors concernant le décret BAX, les textes réglementaires sur les contrôles ne sont pas sortis, donc pour le moment, rien n'est encore prévu. Voilà. Mhm. Mais on peut s'attendre à ce que ça se mette en place à l'avenir. Et un peu en aparté sur le décret tertiaire, pour le coup, pour le décret tertiaire, il y a des textes avec, des contrôles et des sanctions, qui sont prévus. Alors pour le moment, on n'est pas encore, du tout dans la démarche de sanction, hein, on est encore dans la démarche de complétude, D'accord. de l'outil, de sensibilisation, et cetera. L'outil d'ailleurs, toutes les fonctionnalités sont pas encore mises en place. Mais les premiers résultats commencent à sortir et pour information, on est à peu près 50 de complétude, en surface. D'accord. Merci. Merci, Madame Mottet, pour votre question. Monsieur Auger, vous aviez une question aussi, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. C'est au sujet de retour d'expérience sur des AMO de commissionnement. Dans l'exemple où on a un marché de réhabilitation complet d'un bâtiment, où on voit que les bureaux d'études de fluides préconisent en fonction du cahier des charges qui a pu être réalisé un tas d'équipements. Et comme vous le disiez tout à l'heure lors d'une slide, si on ne s'approprie pas ces nouvelles installations, eh bien on manque la cible. Et on a fait appel à un bureau de commissionnement. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de retours positifs vis-à-vis de
de cet AMO. Et je voulais savoir si parmi ceux qui sont là présents, il y a des retours d'expérience avec ce type de commissionnement. Voilà. Du coup, nous, le CEREMA, on a des collègues qui ont fait une prestation de commissionnement pour une GTB, justement. Et du coup, le retour d'expérience, c'est que ça a été extrêmement compliqué, et ça l'est toujours, concernant la partie interface logicielle. C'est-à-dire que les équipements ont été installés, ça fonctionne plus ou moins, il y a encore cette période de réglage, mais c'est vraiment centraliser en fait toutes les différentes informations des différents systèmes au sein d'une interface intuitive, enfin, ou même remonter les données au sein d'une interface et que cette interface puisse être utilisable, où c'est là que il y a eu des points qui ont été relevés et qui sont en cours, enfin, et qui ont fait l'objet de réserves. Ah, c'est intéressant ça, si vous pouvez faire ça parfois pour le compte des communes et les aider sur ces sujets-là, c'est intéressant. Parce qu'on s'aperçoit quand même régulièrement que cet AMO de commissionnement a du mal, enfin pour notre part, a du mal à s'intégrer dans les projets. Et du coup, la valeur ajoutée qui est au-delà de ce qui est prévu en objectif au niveau théorique et de bien vérifier que dans le cas pratique, on atteint les objectifs, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas. Donc, et en plus, il n'y en a pas non plus énormément d'AMO de commissionnement. Je n'ai pas le nom d'entreprise ou d'AMO là à vous proposer. On en fait un peu, mais d'autres entreprises privées. Non. Ok. Madame Léostic, vous aviez une question? Oui, c'était pas tellement une question, mais c'était plutôt pour dire qu'en fait, on a choisi une plateforme de supervision de l'énergie sur Maloney à déployer à partir de l'année prochaine. Donc en fait, pour l'instant, j'ai pas tellement de retour d'expérience, mais ce que j'ai compris, c'est que en fait, ça peut poser problème sur l'ensemble des capteurs qui sont déjà installés, notamment par notre actuel exploitant qui est Dalkia. Même si en fait, l'entreprise qu'on a choisie nous a dit avoir déjà travaillé avec l'entreprise et que a priori, ils arrivent à récupérer les données avec leur CRT. Ça a l'air d'être le centre qui fait converger en fait l'ensemble des données. Mais on a toujours le problème par contre de remonter des consommations d'eau, parce que autant avec GRDF et Enedis, c'est facile, on a les mandats. Donc en fait, on peut facilement récupérer de la donnée. Et autant, en fait, sur l'eau, c'est compliqué parce que les capteurs sont propriété de la métropole. Et en fait, c'est de la radio, donc ça veut dire que a priori, ce que j'ai échangé avec l'université de Rouen sur le sujet, qui eux ont acheté des antennes en fait, qui permettent de récupérer la donnée radio et la convertir en signal internet pour la pousser sur leur superviseur. Et Ils ont comment? vraiment un, Ouais. ils ont un outil de mesurage qui est assez avancé sur l'université de Rouen. Donc, ils ont été d'une bonne aide. Mais moi, ce que j'ai retenu en préparation, en tout cas sur le superviseur, pas vraiment sur la GTB, parce que en fait, enfin là, il va falloir déterminer la classe de GTB qu'on a, parce qu'on a effectivement déjà beaucoup de choses qui sont installées. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pas de visibilité sur comment c'est piloté. Mais en tout cas, il y a des indicateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien savoir, avant de déployer la GTB, en fait, qu'est-ce qu'on veut mesurer? C'est quoi qui est important et c'est quoi qui est intéressant à mesurer? Donc en fait, c'est quoi les capteurs dont on a besoin? Où est-ce qu'on doit les mettre? Est-ce qu'on veut mesurer, je sais pas, la température des fumées de notre chaufferie? Est-ce qu'on veut mesurer, le taux de rotation du moteur, de la CTA pour vérifier si, ça pousse trop fort ou si ça pousse pas assez fort? Enfin, en fait, il faut d'abord techniquement, savoir ce qu'on veut pour après dire, bah, en fait, moi, je veux mesurer ça, donc je veux un capteur là, je veux mesurer ça, je veux un capteur là. Et en fait, ça, c'est hyper technique. Voilà, donc courage à nous. C'était tout. Merci. Bah, merci pour le témoignage, Nolwenn. Et il y a monsieur Potier, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour Benoît Potier, gestionnaire de flux chez Alterne.
Oui, je voulais. Madame Léostic m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais en fait, j'avais un peu le même propos à tenir. Moi, j'ai déjà pratiqué la gestion à distance d'installations techniques dans d'autres métiers. Et effectivement, la première des choses importantes à faire, c'est de définir le besoin. Parce que effectivement, quand vous allez vous connecter à une chaudière, vous n'avez pas forcément besoin de tous les paramètres visibles, mais peut-être choisir uniquement, je sais pas, l'information sur un défaut général de la chaudière ou la température d'eau, ce genre de choses. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que les entreprises qui sont en mesure, pour moi, de répondre à ce besoin, ce sont principalement des installateurs électriciens qui font de l'automatisme et qui font de la supervision industrielle, parce que ça y ressemble assez fortement, même si on ne va pas aussi loin que ça. Mais je pense que c'est des entreprises d'installation électrique avec des services ou des automaticiens au sein de leur bureau d'études pourraient répondre aux besoins, sachant que la grande difficulté dans ce domaine-là, c'est pas tant d'aller chercher l'info, c'est surtout de savoir mettre en place les interfaces de communication adaptées en fonction des appareils qui sont déjà en place ou qu'on va mettre en place. Puisque on a des appareils qui fonctionnent en mode bus, d'autres en BACnet. Enfin, il y a différents protocoles de communication. Et donc, voilà ce que je voulais dire principalement à ce sujet-là. Merci Benoît. Oui, c'est vrai que finalement, on ne l'a pas évoqué, mais en fait, définir le besoin en amont lors de la conception, c'est effectivement essentiel. Et c'est finalement définir toute l'architecture réseau, tous les équipements et quels sont les points qu'on souhaite remonter. Et ça va être, et derrière, ce qui va symboliser ça, en fait, ça va être le schéma, l'analyse fonctionnelle que va vous fournir l'entreprise qui normalement liste tous les points, tout ce qui est remonté et tout ce sur quoi vous avez la main et qui peut agir. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous Une propose dernière que... main levée. Ah, non, mais c'est Monsieur Auger, je crois qu'il n'avait pas rebaissé la main, c'est plus ça à mon avis. Sauf s'il a encore une question. Non, je crois que Monsieur Auger, il n'avait pas juste baissé la main, c'est tout. Non, j'ai simplement pas baissé la main. Voilà, c'est La ça, enlève. c'est ce que je me Voilà. suis dit. Merci. Voilà, je voulais vous remercier tous pour votre présence et voilà, je voulais qu'on remercie aussi le CEREMA pour en tout cas tout le travail qui a été fait et tout l'effort de clarté et d'explication qui m'a semblé assez pertinent et voilà, je voulais tous vous le remercier pour votre participation et vous rappeler que voilà, chez Alterne, on est à votre disposition si vous avez la moindre question, les conseillers ou moi, on est disponible et voilà, je voulais vous remercier, vous souhaiter une bonne journée et des joyeuses fêtes si on se voit pas d'ici là et une bonne fin d'année à tous.